Grand est le plaisir de vous savoir nombreux en train de suivre Wango Radio Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition du journal qui s'ouvre par cette information en infrastructure. Les travaux de réhabilitation de la route d'Ikouloué à la cité Manika se poursuivent sans désemparer. L'entreprise commise à ces travaux fait face à plusieurs difficultés dont je vous présente dans ce reportage. Les usagers de l'avenue d'Ikouloué freinent les travaux et causent la difficulté dans la poursuite des travaux après le décaissement d'une entreprise de la place. Ici sur Ikouloué, on est en train de reprofiler cette avenue parce que bientôt là, on va passer par l'étape de l'asphaltage. Les difficultés que nous rencontrons ici, vous voyez, au moment où nous travaillons, la circulation est vraiment intense de personnel ainsi que de voitures, donc ça nous bloque parfois. Les résidents de Dikouloué demandent à l'ingénieur en chef de barrer l'avenue avant de commencer les travaux. Le problème à cet endroit, il y a plusieurs arrêts de véhicules de transport. Beaucoup de véhicules passent par ici. Il faut que le signal ait commencé à 6 heures pour bloquer la route afin de bien travailler. Si l'entreprise ne barre pas cette avenue, elle aura toujours du mal à travailler. Cela dépend de l'organisation de l'entreprise. Cette entreprise devrait barricader cette artère en plaçant des pancartes de part et d'autre pour empêcher la circulation. Il y a peu que le gouvernement provincial du Lualaba a lancé les travaux de réhabilitation des infrastructures routières. Et en transport et santé, en même temps, le ministre provincial de Transport, Jules Kawit, a rencontré ce samedi 12 juin 2021 le responsable des transporteurs routiers de la province du Lualaba. La rencontre a porté sur la Covid-19 et le bon fonctionnement du transport dans la province. Suivez. Le représentant de transporteurs routiers, le responsable de la mutuelle de chauffeurs MUC et ceux de l'association de chauffeurs du Congo ASECO en province ont été tous sur la même table avec le ministre provincial du transport, Jules Kawit. Au menu de leurs échanges, la sensibilisation sur la troisième vague contre la Covid-19 et le fonctionnement dans le domaine de transport, difficultés dans le secteur et solutions à y apporter. Tout sera mis en place pour la protection des passagers et agents œuvrant dans le domaine de transport face à la Covid-19. Et comment nous pouvons gérer cette situation et comment nous pouvons sensibiliser le passager que nous sommes obligés de prendre et aussi les travailleurs qui sont en train d'œuvrer avec nous. Et toutes les dispositions y afférentes par rapport à ça pour essayer un peu d'éviter cette pandémie qui nous guette dans ce 21e siècle. Les chauffeurs de véhicules de transport interprovincial et interurbain sont donc invités à prendre conscience de cette pandémie mortelle et faire respecter les mesures barrières. La sensibilisation sera effective, annonce leur responsable. Donc on va sensibiliser nos membres chauffeurs dans les différents parkings ici au Lualaba. Et cette fois-ci en genre, le commissariat général du gouvernement en charge du genre famille et enfants a organisé ce samedi 12 juin 2021 un atelier de réflexion sur la mise en place de mécanismes provinciaux de coordination pour l'élimination du travail des enfants dans la province du Lualaba en particulier, la République démocratique du Congo en général. C'était dans la salle de conférence de l'hôtel-restaurant Moon Palace. Suivez. Ils sont venus de tous les 4 coins de la province et se sont réunis dans cette salle de conférence afin de tabler sur la question de l'élimination du travail des enfants. Eux, ce sont les membres du gouvernement, les ONG, les honorables députés, le bourgmestre, le chef de secteur, la société civile et bien d'autres partenaires du gouvernement au cours de son monde des circonstances. Nathalie Ngandou, commissaire du genre, famille et enfants, a rappelé que le travail des enfants n'est pas sans conséquences. Le travail des enfants compromet leur éducation, restreint leurs droits et limite leurs perspectives d'avenir et entraîne des cercles vicieux de pauvreté et du travail des enfants d'une génération à l'autre. Le travail des enfants constitue une atteinte grave aux droits humains, en violation des dispositions pertinentes de la loi portant protection de l'enfant
de la loi portant code du travail ainsi que la loi portant code minier en vigueur. Plusieurs recommandations ou engagements ont été formulés à la fin de ces assises avec un objectif bien précis. L'objectif, c'est d'amener tous les partenaires à travailler ensemble parce que le problème du travail des enfants concerne tous les secteurs. Ce n'est pas seulement le secteur des mines, mais tous les autres secteurs, ainsi que tous les bailleurs des fonds, le gouvernement, ainsi que toutes les ONG. Nous devons nous mettre ensemble. Cette rencontre, première organisée en province et à l'occasion de la Journée internationale de l'élimination du travail des enfants, célébrée le 12 juin de chaque année. Et en communication, cette fois-ci, débuté depuis le 3 juin 2021, l'atelier de formation de renforcement des capacités des journalistes de la presse écrite et ceux de la presse audiovisuelle s'est clôturé ce samedi 12 juin. Il était basé sur le critère de sélection d'une information. C'est le complexe scolaire Ewabora qui a servi de cadre. Suivez. 10 jours ont suffi pour que le professionnel de médias soit formé sur le respect de l'éthique et de la déontologie journalistique. C'était donc une très belle expérience, ce séminaire de remise à niveau, parce que journalistes que nous sommes, nous devons chaque jour nous remettre en cause, nous remettre en question pour savoir si nous respectons l'éthique et la déontologie de la presse. Cette formation a ajouté un plus dans notre connaissance et aussi un plus dans notre savoir. Parce que ce qui est vrai, nous avons appris le traitement de l'information, ce qui est bafoué ici chez nous à Kolwezi, si nous devons le dire, nous devons dire la vérité. Cette formation était là juste pour nous remettre dans les ABC, que nous puissions revenir à une écriture simple, une écriture de la radio, une écriture de la télé, une écriture de la presse écrite, que nous puissions faire le travail pour ceux qui nous suivent. Pour les formateurs, l'objectif a été atteint. Ponctuel, vous étiez là tous les jours et on a débattu, on a discuté dans une atmosphère bon enfant. En tout cas, je tiens sincèrement à vous remercier. Nous avons fait progresser ensemble la cause du journalisme de qualité. Allez faire la restitution au sein de vos différentes rédactions. Nous comptons sur vous. Puis s'en est suivi la remise et reprise des brevets de participation aux journalistes présents par le président de l'UNPC sous section Kolwezi. Ces journalistes devront à leur tour retransmettre leurs connaissances acquises dans leurs maisons de presse respectives. Et le gouvernement congolais avait annoncé le rapatriement de la relique de Patrice Emery Lumumba, un rapatriement qui coûterait plus de 16 millions de dollars américains dans la province du Lualaba. Ces rapatriements vaut-il vraiment cette somme? Je vous présente donc ces reportages de Patient Kabamba. C'est une cérémonie qui a soulevé plusieurs interrogations au sein de la société congolaise suite à l'annonce d'un budget estimé à plus ou moins 16 millions de dollars pour couvrir la manifestation du rapatriement du relique de Patrice Emery Lumumba, ancien premier ministre de la République démocratique du Congo. Une somme jugée par certains politiques colossale qui pourra toutefois résoudre certains problèmes du pays. Est-ce que nécessairement il est important d'apporter un don pour dire que nous rapatrions, on fait le rapatriement du corps de fait Patrice Emery Lumumba? Moi je vais dire non. Cet argent qu'on a, écoutez d'abord le montant, les sommes citées. Pourquoi ne pas envoyer voir même ces sommes-là aux personnes de Goma, ceux qui étaient frappés par le tremblement, le volcan de Nyiragongo? Il y a beaucoup de problèmes de l'autre côté, ou soit affecter cet argent, voire même l'état de siège, si cela est possible. Si d'autres contestent les montants alloués pour les rapatriements du relique de Patrice Emery Lumumba, certaines personnes qualifient cet acte d'injure à l'endroit du peuple congolais. Une insulte, c'est cracher sur nos héros, c'est cracher sur la mémoire des Congolais. On ne doit pas laisser passer des choses parce que la Belgique cherche toujours à avoir de l'ascendance sur nous. C'est un petit pays d'abord, qui n'a rien à voir avec le Congo. Mais le Congo a aidé la Belgique à devenir ce qu'elle est. Voyez-vous. À la dernière minute, on nous annonce que le gouvernement congolais a décidé de reporter à une date ultérieure les rapatriements du relique de Patrice Emery Lumumba suite à la troisième vague de la pandémie à coronavirus qui guette la République démocratique du Congo tout entière.
Eddy Mundela est le nouveau vice-président du Sénat. Il a été élu ce samedi 12 juin 2021. Il remplace Sami Badibanga. Je vous propose donc ces commentaires de Patient Kabamba. Sur 32 votants, 80 ont voté pour Eddy Mundela, membre de l'Union sacrée. Ce dernier a bénéficié d'une confiance totale de l'UDPS parti au pouvoir. Et la candidature de son challenger, Eric Makangu, n'a pas été retenue. Eddy Mundela succède à l'ancien premier ministre Sami Badibanga Ntita au poste du vice-président du Sénat. À noter que, lors du dépôt de sa candidature, Eddy Mundela s'est assigné plusieurs actions une fois élu. Ce dernier a promis de faciliter les votes des lois dans divers domaines qui touchent les plus hauts points de la population congolaise, entre autres sur les plans politiques, sécuritaires, tout en soutenant les différentes réformes législatives en rapport avec la consolidation de la paix et de l'état des droits. En outre, ce dernier a promis de soutenir toutes les réformes législatives à caractère économique et financier successibles à booster l'économie du pays. Restons toujours au Sénat, initié par le député Christophe Lutundula. Le Sénat a adopté le vendredi 11 juin 2021 la proposition de loi organique sur l'organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante CENI après sa présentation par la Commission PAG. Suivez. La loi de la réforme de la CENI vise à renforcer l'indépendance, la neutralité et l'impartialité de la CENI et lutter contre toute velléité de son instrumentalisation. Selon cette loi, la prochaine Commission électorale nationale indépendante, CENI, aura au total 15 membres, dont 7 du bureau au lieu de 6. La société civile voit son quota passer de 3 à 5 et le poste du deuxième vice-président a été réintégré. En dehors de l'équilibre en termes de représentation de composantes et entités, cette loi renforce les conditions de désignation aux différents postes afin de garantir le caractère indépendant de la CENI. Une proposition de loi qui suscite des réactions auprès de plusieurs plateformes, notamment la Conférence épiscopale nationale du Congo, SANCO en sigle, et l'Église du Christ au Congo, ECC, qui félicite l'Assemblée nationale et le Sénat pour avoir adopté cette loi. Par ailleurs, la SENCO note quelques problèmes liés à la faible représentation de la société civile au sein du bureau. C'est ainsi qu'elle recommande au Sénat de pouvoir préserver l'engagement sacré et de doter la République d'un processus électoral crédible, transparent, inclusif et apaisé. Le respect de principes de proportionnalité entre la composante politique et celle de la société civile. La réforme que vient de subir la loi organique de la CENI au Parlement est la conséquence des contentieux électoraux devant les juridictions compétentes pendant les 3 cycles électoraux que la RDC a connus en 2006, en 2011 et en 2018. Pour rappel, après son adoption, ce texte sera transmis au chef de l'État pour sa promulgation. Et en plus bref, cette fois-ci, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé ce samedi 12 juin 2021 dans la ville de Goma, chef-lieu du Nord Kivu. Il a été accueilli à l'aéroport international de Goma par le gouverneur militaire. Il est arrivé dans un contexte de crise humanitaire causée par l'éruption volcanique Nyiragongo le 22 mai dernier. Et pendant son séjour, il va notamment suivre de près l'évolution des opérations militaires lancées depuis l'instauration de l'état des sièges dans cette province le 6 mai dernier. Et sport à présent, la dernière prestation des 6 clubs Lualaba à la LIFCAT a été une déception pour le gouvernement provincial du Lualaba. Par la même occasion, le commissaire général du gouvernement en charge du sport, Paulin Kalaou, accuse les organisateurs du vice-championnat d'être à la base de cette situation. Suivez. Aucune équipe de la province n'est qualifiée. C'est que nous sommes à ce niveau-là un tout petit peu déçus. Et parce que nous sommes déçus, il faut savoir peut-être les raisons qui ont poussé, ou les raisons qui ont fait que nos équipes ne puissent pas se qualifier. Eh bien, au niveau du gouvernement provincial, tous les moyens, je dis bien tous les moyens, ont été mis à la disposition de nos équipes. Et d'ailleurs, je vais vous révéler
que nous sommes l'une des provinces qui a exagéré, je dis bien exagéré, en mettant l'argent à la disposition de ces équipes pour qu'ils aillent jouer à Kamina. Nous dirons aux organisateurs, à la prochaine bien entendu, que les choses soient bien organisées. Pourquoi? Parce que nos équipes ont perdu, tout simplement parce qu'il y avait aussi une désorganisation. Les choses n'étaient pas claires et aussi aux responsables de ces équipes. Apparemment, on dirait qu'ils ne s'y attendaient pas et du coup, ils se retrouvent sur la piste et ils doivent se retrouver à Kamina, espérant tout avoir du gouvernement, malgré tout ce que nous avons mis à leur disposition. Il y a de ces présidents qui se permettent encore de nous appeler pour qu'on leur encore ajoute de moyens. Et enfin, pour terminer, les analystes sportifs accordent la confiance à Hector Cooper, le nouveau sélectionneur après les 2 matchs amicaux livrés avec la Tunisie et le Mali, sauf il faut reconstruire une équipe vite pour voir le bon résultat venir. Eunice Mangassa. Les 2 matchs amicaux de la RDC sans victoire livrés à Tunis ces mois ont suscité plusieurs réactions dans les chefs d'analystes et journalistes sportifs. Pour certains, il est encore tôt de juger le nouveau sélectionneur de la RDC qui a signé avec les Léopards un contrat d'objectif. Nous devons quand même nous donner 2 ou 3 ou 5 matchs. Le jeune peut s'intégrer facilement au niveau de cette sélection congolaise. Et par rapport à cette sélection qu'a faite Daoula Loupembe et qui a été conduite par Hector Cooper, ça promet quand même. Pour d'autres, au regard de la prestation des Léopards lors de ces 2 rencontres, l'idée d'être qualifié pour la Coupe du Monde Qatar 2022 est encore loin d'être réelle sans une bonne organisation à tous les niveaux. Je crois qu'il y a des indications claires qui nous ont prouvé à suffisance que la RDC possède des belles individualités, des bons joueurs qui peuvent également aller chercher cette qualification-là. Moi, j'aurais souhaité que les staffs techniques ou soit les comités de la FECOFA puissent quand même instaurer les systèmes des émissaires, ou bien des scouts et des scouts plutôt, qui pourront quand même commencer à avoir plus de temps de détecter les talents qui jouent la Ligue nationale de football division D ou soit la première division, afin de permettre quand même à l'entraîneur de rajeunir l'équipe puisque nous revenons d'une période ou soit d'un cycle post-éliminatoire d'élimination de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Le plus important maintenant, c'est d'instaurer un autre système. Pour les échéances à venir, la République démocratique du Congo doit se construire une équipe stable avec un style de jeu au niveau d'une grande nation de football. C'est donc la fin de cette édition du journal, mesdames, messieurs. Merci à vous tous de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur notre site internet de www.ango.info ainsi que sur notre bande passante. À très bientôt.